Bon, alors bonsoir tout le monde. Bonsoir, full en délire. Ouais, toutes là. Alors, je vais commencer par vous présenter. Vous ne semblez pas très enthousiaste. Je vais vous présenter, après ça, peut-être que vous pourriez présenter en quelques mots votre livre. Même si c'est peut-être un peu difficile de le présenter en quelques mots, mais voilà. Alors, je vais commencer à ma gauche, dans le poétesse, Joséphine Bacon, poétesse, réalisatrice de films, documentaires, parolière, auteure de textes du spectacle de Louis Sainte-Marie et amie de mon ami Gaël Vincent. Alors, ça, c'est tout. Vu qu'on est en train de un petit truc comme ça. C'est important, entre parenthèses. Alors, Frédéric Cordelier, anthropologue, travaille à l'Université du Québec en Abitibi, agent de recherche et auteur. Alors, bon. Roger Larivière, professeur de biologie. Vous avez une entreprise qui s'appelle Nature c'est ça. Spécialiste dans l'organisation d'ateliers de plantes et de champignons sauvages. Ça vous décrit bien. Et auteur. Et je suis à la retraite. Et à la retraite, c'est une autre fonction, ça. J'ai oublié de mentionner. C'est plus de travail. Oui, j'imagine. Hein? Bon. Alors, Anne-Michel Lévesque, secrétaire juridique au départ. Moi, c'est ce qu'on va. Auteur, d'abord pour le loisir, et à force de gagner des prix, finalement, vous y êtes mis à temps plein. Écrire est une passion pour vous, et votre autre passion, ce sont les chats. Alors, vous avez écrit plus de 35 livres. Je vous entends très mal, je suis désolée. Vous entendez pas? Là, je vous entends. Ah, vous n'avez pas entendu? Bon, donc vous ne m'obstinerez pas sur ce que je viens de dire, c'est parfait. Alors, Diane Lavoie, c'est pas grave. Diane Lavoie, costumière à Radio-Canada, auteure et mère de famille, maintenant, pas nombreuse, mais voilà. Alors, si vous voulez, tour de rôle, quand le premier peut commencer, celui qui a envie, présenter votre livre en quelques mots. En quelques mots, c'est de la poésie. J'ai écrit Entrer dans la toundra parce que c'est un vieux chasseur qui me l'a inspiré. J'ai essayé de voir dans ses yeux ce qu'il voyait quand il était dans la toundra parce qu'il a été le premier à m'y amener. Alors je me suis dit, et j'y suis retournée une autre fois, puis je pouvais comprendre ce qui l'attirait tant dans la toundra. Alors je me suis décidée d'écrire en pensant que qu'est-ce qu'il lui dirait à sa toundra chérie. Voilà. Donc moi c'est comme plus sérieux. Il n'y a pas de Donc, Kitakina, parce que la ville est aussi autochtone, à la base, c'est un mémoire de maîtrise que j'ai réécrit sous forme d'essai. Donc, c'est une entrée au sein de la communauté autochtone de Val-d'Or. Puis, donc, on découvre le quotidien que les Autochtones vivent en ville. Puis, à la fin du livre, c'est plutôt un regard sur la communauté non autochtone et les perceptions qu'ils ont de cette présence autochtone en ville. Voilà. Alors. Est-ce que c'est très sérieux? Ben, ça se dit bien. Chacun écoute le livre de l'autre et se demande qu'est-ce que c'est ma place ici, Moi, c'est un livre que j'ai écrit pendant 5 ans avec la communauté algonquine de Picogan, qui est localisée tout près d'ici, à 3 km d'Amos. Et j'ai commencé ce livre-là comme biologiste. Je voulais connaître les usages des plantes comestibles et médicinales. Et à un moment donné, je suis resté sur ma faim et je voyais que lors des rencontres, les gens, les aînés surtout, les vieilles femmes, c'est pas péjoratif quand on dit ça, me parlaient tellement de leur vie dans le passé et j'ai eu envie d'aller beaucoup plus loin pour mettre du sérieux autour des plantes et des plantes comestibles et médicinales.
Et je suis tombé dans leur histoire, dans leur imaginaire, dans leur spiritualité. Et je suis tombé des préjugés que j'avais par rapport aux Autochtones. Et je me suis laissé aller et j'ai été séduit. J'ai été séduit par cette belle histoire. Et c'est pour ça qu'au départ, le titre tournait autour des plantes comestibles et médicinales. Ça s'appelait Ma forêt qui soigne, se mange et se boit. C'était sérieux, malgré tout. Et je me suis dit, il y a tellement de richesse dans leurs propos. Puis là, je trouvais ça terrible que ça reste dans la communauté. Et puis je voyais qu'ils voulaient tellement partager avec tout le monde, puis avec nous, puis entre eux aussi. D'ailleurs, j'ai senti entre les plus âgés dans la communauté et les jeunes un gros trou intergénérationnel. Et je me suis dit, je vais écrire quelque chose qui va peut-être les rassembler, les unir et laisser un message simple et qui nous arrive aussi à nous. Puis là, je me suis dit, quelle belle histoire, qui est aussi la nôtre. Puis là, j'ai réécrit notre histoire du Canada. Ah, non, moi. Mais vous avez pas dit à un moment donné que vous aviez demandé des recettes pour guérir. Ah, il ne voulait pas vous les donner au départ parce qu'il se méfiait des blancs qui allaient commercialiser avant tous les. Je m'excuse si je parle. Non, on a quand même temps. C'est ça. Moi, au départ, il me fallait pour écrire quelque chose avec eux, même si j'étais invité, il me fallait une décision officielle du conseil de barre. Et il fallait que je respecte aussi le protocole de recherche sur les Premières Nations, 85 pages, tu pourrais le connaître, dans lequel c'est écrit on ne doit jamais faire d'argent avec les connaissances qu'on retire. Ça, j'étais parfaitement d'accord. C'est pour ça que c'était pénible. Et à un moment donné aussi, il y a des gens dans la communauté qui m'ont dit qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu ramasses? C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça quand ça va sortir? Puis j'ai passé un mauvais quart d'heure, je dois vous dire. Moi, c'était pénible. Ah oui. Oui. Anne-Michel Lévesque. C'est une saga pour les enfants de Roche-Noire qui parle d'abord de ceux du fleuve, c'est-à-dire ceux qui restent au bord du fleuve. Ceux de la terre, ceux du fleuve et ceux de la terre il y a une dichotomie, sont en conflit, c'est-à-dire que ceux du fleuve se pensent de loin supérieurs à ceux de la terre qui sont juste des paysans. Et ensuite, on va à ceux de la forêt, les Micmacs. La Gaspésie, plus haut, il y a les Micmacs qui descendent vers le trou. Dans le troisième livre. Assez curieusement, une personne qui m'a beaucoup aidé, je dis curieusement, c'est un cri. C'est Roméo Saganache, avec qui j'ai passé quand même un assez long moment. Qui va renseigner sur peut-être pas la culture Micmac en soi, mais la culture des Algonquiens, parce que les Micmacs et les Cris sont des Algonquiens, sont de la même nation linguistique, ils sont issus de la même culture jusqu'à un certain point, même si les coutumes changent, les coutumes ne sont pas nécessairement pareilles, mais les valeurs morales se rapprochent. Les recherches que j'ai faites m'ont fasciné. J'ai écrit, en fait, ce livre-là, je pense que je l'ai écrit pour moi, plus que pour les autres, tant j'ai trouvé que c'était un monde fascinant. Toutes les coutumes, les façons de penser, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, c'est, je pense, une très belle histoire que celle des Micmacs et aussi de leur interrelation avec les Blancs. Alors, c'est ça, un gros sud de la forêt, ce sont les Micmacs. Alors, ici, Diane Lavoie, chacun a l'impression d'être. Non, je pense que je suis vraiment pas dans votre place. Est-ce qu'on entend bien Diane Lavoie? Moi, j'entends bien. Oui, ok. Vous m'entendez? Non, on n'entend pas. Ouais, c'est ça que je suis Montez votre micro, vous. Le bon, vous pensez? Je pense que ça marche pas. Non, il marche juste Je pas. pense que ça me pas, je pense. Est-ce qu'il y a un Il n'y a technicien? peut-être pas allumé. Il y en a un ici, là.
On va dessus. Ça marche pas plus. Peut-être. Non, mais il va nous ouvrir. Bon, fait que moi j'ai adopté une enfant noire, elle est arrivée d'Haïti dans un contexte absolument rocambolesque parce que je l'ai eu extrêmement rapidement à cause du séisme, ce qui normalement devrait prendre 3 ans, 2 ans max minimum, mais des fois ça va jusqu'à 5-6 ans. Je l'ai eu en exactement une semaine à cause du séisme. Alors, pour dire que j'étais pas prête, il n'y a pas de mots. Pour dire que j'étais épuisée, il n'y a pas de mots. Tout ça, ça fonctionne. Ah, ça fonctionne. Ah, bon, là, ça fonctionne. Alors, tout ça pour vous dire que finalement, je me suis rendue à l'asile. Alors, c'est ce que je raconte dans ce livre-là. Mais s'il y a un lien à faire, je pense que le Seigneur m'a parlé tout à coup. C'est drôle parce que moi, depuis qu'elle est arrivée, je me demande toujours qu'est-ce que je fais avec sa culture haïtienne. Puis, tu sais, j'entends parler des richesses des peuples autochtones, puis comment on a évincé, puis comment on a tassé cette culture-là. Puis je me dis, ah ben, c'est bon, je fais la même chose dans le fond. Je me dis, bon, c'est peut-être un signe, j'ai une petite réflexion peut-être à faire, je pensais tantôt en tournant. Il y a peut-être quelque chose à entendre de ça. Oui, t'es pas là pour rien, je te dis, moi. OK, on va commencer par la première question que j'ai préparée. Alors, c'est large, c'est le premier qui a envie d'y répondre, il y va. Et il va y avoir quelque chose quand même pour toi, je ne l'ai pas oublié, inquiète-toi pas, Diane. Tout ça, on va essayer de... Moi, je peux aller chercher le café, mais il n'y a pas de problème. On t'appellera tantôt pour ça. Bon, pour aller chercher les bienfaits d'une autre culture, faut-il être affirmé dans sa propre culture, selon vous? Pour aller chercher les bienfaits d'une autre culture, pour apprécier une autre culture, comme vous, par exemple, est-ce que vous êtes affirmé dans votre culture, que vous soyez affirmé dans votre culture pour aller vers les autres, ou vous pouvez carrément, est-ce que vous comprenez ma question? Oui, 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 oui. OK, d'accord, j'ai chaud maintenant. Qui veut répondre? Moi, dans mon cas, la question ne se pose pas. Pour moi, oui, c'est clair que dans ma culture, je n'étais pas menacée ni rien d'avoir une enfant qui venait d'ailleurs comme ça. Mais peut-être, non? Est-ce que les gens te regardent de façon étrange? Ah oui. Ben, en fait, les gens qui me regardent de la façon la plus étrange, ce sont les Noirs. Et, ah oui? Oui, d'ailleurs, il y a une histoire avec ça qui est vraiment exceptionnelle. Je vais chercher ma fille au service de garde, puis probablement avec ses amis, ils sont pas au courant que je suis blanche. Et puis, il y a une petite amie noire qui me voit, puis fait comme « Ah, c'est ta mère! » Mais vraiment comme ça. C'est bon. Et c'est vraiment les commentaires que j'ai négatifs, c'est vraiment, ils viennent de la communauté noire. Ah oui. Oui, ma fille, quand elle est arrivée, ses cheveux elle avait un déficit de protéines, donc ses cheveux étaient en très mauvais état. Je me faisais dire des choses sur la rue comme « Si t'es pas capable de t'occuper de tes cheveux de ta fille, demande à quelqu'un qui est capable. » Mais des Noirs me disaient ça. Oui, oui, oui. C'est vraiment... Finalement, ma question ne vous intéresse pas beaucoup, d'après ce que je peux voir, puis j'ai passé à la suivante. OK. Non, je suis content qu'il y ait des questions comme ça qui me répondent. Je n'ai pas obligé d'y répondre, j'en ai préparé pour les de toute façon. Moi, je voudrais répondre à votre Oui! question, c'est bon, moi, je pense qu'il faut être à l'aise avec sa culture et avec soi-même. Et je pense aussi qu'il faut désirer, en tout cas dans mon cas, il faut désirer énormément connaître l'autre. Et c'est pour ça que je commence mon livre entre l'autre, c'est qui? Est-ce que l'autre est différent de moi? Et finalement, je dis, je suis l'autre. Je suis cet autre. Et en faisant cette recherche-là aussi, j'ai cherché la généalogie et je me suis aperçu que la femme de mon arrière-grand-père était métisse. OK. Et là, je me suis dit, j'ai du sang d'Autochtone moi aussi dans les veines. Puis là, en regardant ce qui se passait à Pictogan, où c'est tout mélangé. Il y a des Micmacs, il y a des Cris, il y a des Montagnais, il y a aussi des Irlandais à un moment donné qui ont fait des incursions dans les communautés du Nord, puis qui ont fait des enfants en passant. Et on disait qu'à un moment donné, les Irlandais passaient et voyaient des petits bébés avec les cheveux roux frisés et les yeux bleus dans la communauté autochtone.
Puis on me disait aussi, ben écoute, cette madame-là, moi je voulais faire un arbre généalogique dans mon livre. Et j'étais très sérieux, et il est tout fait à Picogan, l'arbre généalogique. Il est sur un grand panneau. Puis à un moment donné, on m'a dit, tu peux pas mettre ça dans un livre, parce que ça serait trop troublant que des madames, des messieurs voient des enfants, puis là ils se poseraient des questions parce que telle madame, elle a eu des enfants avec un autre, puis parce que c'est accepté dans leur communauté, mais c'est comme si on ne voulait pas que mon livre suscite des questions de ce type-là. Donc, il faut que je me retire, puis je prenne d'autres avenues des fois, en gardant quand même, à l'intérieur de moi-même, cette question-là, c'est quoi les liens de sang qu'il y a dans la communauté? Puis des fois, c'est pas évident, comme probablement vous en avez entendu parler, vous autres aussi, quand vous avez fait vos recherches, vous, avec les Inuits. Non, moi, chez nous. Donc, moi, j'écris d'abord dans ma langue. Oui. Après ça, j'adapte ma poésie de l'inuïno au français. Tu sais, je dis, il faut que moi, que je me connaisse bien, que je connaisse bien ma culture, que je connaisse bien ma langue, pour pouvoir le faire refléter dans la langue de l'autre. Et si je la maîtrisais pas bien, ma langue, ce serait peut-être pas de la poésie, je n'en sais rien. Donc, c'est d'abord un défi. Comment dites-vous? C'est tout un défi, je pense, parce c'est important. on dit que traduire, c'est trahir. Même si c'est pas de notre tradition, il faut quand même que vous fassiez ressentir les sentiments en français. Parce que la poésie, c'est de la poésie d'abord. Ça se traduit pas. Que tu fasses refléter une langue inno que j'ai, c'est que d'autres puissent ressentir un peu ce que je ressens quand je le vis en tant qu'inno. Et puis, tu sais que parce que la langue est tellement différente du français, c'est un autre monde. Tu sais, ce que j'écris dans ma langue, elle est d'abord part d'une tradition orale. Donc, tu sais, puis l'écrire, il faut que ça soit une tradition écrite qui existe déjà depuis des millénaires, depuis longtemps chez l'autre. Donc, l'écriture pour moi, elle n'a pas 100 ans. Que je vous lève mon chapeau, madame. Vous l'écrivez en inou d'abord? J'ai écrit en inou d'abord, après ça. Tout de suite après, vous le traduisez? Non, moi, ça pas tout de suite souvent. Par contre, j'écris sur des bouts de papier, sur des napkins, des paquets de cigarettes. Tu sais, des fois, je regarde, j'aimerais ça le partager. Puis quand je suis prête à le partager, alors je l'adapte. Comme c'est. Comme Vous avez des pages en oui, français? ben, regarde, moi, ça a aussi que j'ai fait le premier recueil que j'ai écrit, là. Celui-là, il est vraiment inspiré de la tradition orale. J'ai travaillé pendant plus de 30 ans avec Sylvie Vincent où on faisait la cueillette des récits anciens, des Aknogan, que j'ai transcrit d'abord dans ma langue, après que j'ai traduit de façon littéraire. C'est mon premier recueil de poésie de Snoisarna, c'est eux qui me l'ont inspiré. Si ça n'avait pas été eux, probablement je n'aurais jamais commencé à écrire de recueil. Mais donc on peut sentir que ça part d'une tradition orale, la poésie que j'écris. Elle est toute simple. Moi, je pense que c'est important de se connaître en tant que soi, parce que quand on rencontre l'autre, on est amené à se questionner, sans parler nécessairement de choc culturel, de choc des valeurs. On rencontre des gens qui ont, en tout cas dans le cas de ma rencontre avec la communauté autochtone, j'ai rencontré des gens qui ont un mode de vie, un mode de pensée complètement différent du mien,
Donc, j'ai été amenée à me questionner sur pourquoi je fais telle affaire, puis pourquoi eux font telle affaire. Donc, en se connaissant bien soi-même, ça facilite en fait la rencontre avec l'autre. Il y a une plus grande ouverture. Oui, exactement. On sait qui on est, donc on est ouvert d'esprit, on est prêt à rencontrer les autres et à accueillir ce qu'eux ont à nous apporter finalement. Parce que Val d'Or, c'est ce que vous dites dans votre livre, les Autochtones sont de plus en plus nombreux. C'est de 160% de plus? Oui, le pourcentage, je ne vais pas vous le sortir, mais ça a commencé avec peut-être 200, 250 personnes autochtones qui habitaient à Val d'Or. Puis là, aujourd'hui, ça varie, 1000, 1200. Puis c'est un phénomène qui va en s'agrandissant. Finalement, il y a de plus en plus qui migrent à Val Il y a d'Or. vraiment une communauté maintenant. Oui, On peut oui. dire ça comme ça. Oui. Bon, comment ça se passe en général? Ben, en général, je dirais que ça se passe bien. Il y a place à l'amélioration, ça c'est sûr. Il y a encore beaucoup d'ignorance, de préjugés, d'aspects méconnus. Puis je dirais que c'est des deux côtés. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés en ville par différents organismes. Je pense entre autres au Centre d'amitié autochtone à Val d'Or qui déploie beaucoup d'énergie pour permettre la rencontre entre les Autochtones et les Allochtones. Puis en les rencontrant, on apprend à connaître l'autre et donc les préjugés s'estompent. J'ai eu le privilège de travailler à la commission scolaire dès le début de l'ouverture qui à ce moment-là c'était basé à Val d'Or. Ça m'a permis évidemment mon patron était écrit, donc ça m'a permis de les connaître mieux. Je pense que c'est peut-être de là que date mon intérêt pour les cultures autochtones. Les cris que j'ai rencontrés là-bas, que j'ai beaucoup aimés, la commission scolaire, que je pense qui sont devenus des amis. Qu'est-ce qui vous a attiré chez les Mi'kmaq? Chez les Mi'kmaq, c'est parce que là, quand j'ai écrit mon livre, ce qui arrivait, c'est que comme le livre était situé dans le bas du fleuve et puis dans le haut du fleuve, j'avais pas le choix, je peux pas mettre des tribus, il n'y en a pas. Alors, il fallait que je prenne la tribu qui habitait ce coin-là. C'est pour ça que j'ai été obligé de faire autant de recherches. Je vous dis, mais c'est pour ça que j'ai appelé Roméo Zaganache pour qu'il puisse me donner plus de pistes encore. Mais j'avais déjà, avec Roméo, comme je dis, j'en ai connu quand même pas mal de cris à la culture scolaire. Alors, c'était plus facile. Quand vous étiez travaillé à ce moment-là? Oui, j'ai travaillé chez un papier que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, qui est un bonhomme exceptionnel, je pense. Alors ça vient, je pense, je considère que c'est un privilège que j'ai eu d'avoir cette rencontre, cette façon-là de pouvoir rencontrer des Autochtones. J'ai une autre question. En voulez-vous une autre? Alors, qu'est-ce que l'identité d'un peuple selon vous? Est-ce que c'est la langue, les valeurs, les habitudes de vie, la cuisine, la façon? Qu'est-ce que c'est? Moi, je pense que c'est la langue. Oui, c'est que l'identité commence par la langue. Et ce qui est un peu triste aussi, c'est que les langues autochtones sont de plus en plus menacées. C'est pour ça que pour moi, c'est très important pour des générations qui vont lire, là, qui puissent lire. C'est important pour moi d'écrire mes poèmes dans ma langue. Et après ça, les adapter en français. Je pense que dans les années qui viendront, peut-être, qui verront l'importance que leur identité vient de la langue de leurs ancêtres, de leurs grands-pères et de leurs mères et de leurs pères. Et puis, je me dis que c'est comme le Québécois, il y tient à sa langue française. Pourquoi pas les Autochtones n'y tiendraient pas à Est-ce que ça se parle? mais ce qui se passe,
l'Internet, les jeux, tout ça, tu sais, tout ce qu'ils reçoivent est dans une langue autre que la leur. Fait qu'ils vont, tu sais, ils vont souvent mieux comprendre. Comme les enfants sont de plus en plus enfermés dans ce monde de technologie qui est l'Internet, fait qu'ils s'éloignent de leurs parents qui parlent encore leur langue. Et puis, ils ne les entendent plus parce qu'ils n'entendent que l'autre langue qui les amuse. Donc, tranquillement, ils s'éloignent de leur identité et de leur langue. Et puis, c'est pour ça que je dis que les langues autochtones sont menacées. Oui. Même si on les enseigne dans les écoles, c'est enseigné dans les écoles comme langue seconde, mais c'est pas suffisant. Si arrivé chez toi, tu rentres tout de suite dans ta chambre, puis on t'enseigne en français ta langue, on te l'enseigne comme langue seconde, tu retournes chez toi, puis c'est pour t'envahir d'une autre langue, parce que c'est ça qui t'intéresse d'entendre. Ben c'est menaçant. Oui, moi, c'est sûr que la langue, c'est l'outil identitaire le meilleur. On sait, vous parlez des Québécois, vous parlez de la langue française, mais là, je pense entre autres à Picogan, probablement que n'importe quelle communauté autochtone, que ce soit Lac-Simon, Tissakik, les Algonquins, à Picogan, il y a 5 langues qui peuvent être parlées. Vous voyez le problème qui est déjà posé dans une petite communauté de 565 personnes. Il y a 5 langues. C'est sûr qu'il y a l'algonquin qui est majoritaire, qui serait majoritaire, mais il y a d'autres langues qui seraient peut-être intéressantes, mais ils ont de la parenté avec l'Inde, ils ont de la parenté ailleurs. Et vous parlez de l'Internet. Quand on parle de nos petits-enfants ou de nos enfants, on sait qu'on vit aussi le même problème. Oui. On n'a pas besoin d'être dans une communauté. Non, mais si on parle de la langue, je parlais de la langue parce que c'est des jeunes autochtones qui s'éloignent de leur langue, de la langue de leurs parents. Ce qu'ils font avec l'Internet ou les jeux, c'est toujours soit en français ou en anglais. Puis ils s'enferment de plus en plus dans leur monde d'internautes, puis ils n'entendent plus leurs parents, leurs grands-parents parler leur langue. Donc, c'est ça qui est. Que tu vis, toutes les communautés, il y a plusieurs communautés. Tu sais, chez les Inuits, il y a toujours des Atikamekw, il y a soit des Anishinaabe. On est toujours beaucoup de nations à l'intérieur de chacun de nos communautés. Tu sais, si tu es en minorité, par exemple, mettons qu'il y a des Atikamekw qui parlent très très bien Inuit, tu sais, des Inuits qui parlent très très bien Atikamekw. Tu sais, c'est ça c'est bien. Il y a beaucoup d'Inuits qui parlent de cris, il y a beaucoup de cris qui parlent Inuit, il y a des Inuits qui parlent bien le Naskapi. Ça c'est la même famille linguistique. Donc, c'est juste une gymnastique à faire pour parler le dialecte de l'autre. Ça, il n'y a rien là. Moi, ce que je trouve qui est dangereux, c'est les jeunes. C'est pour ça, d'ailleurs, que les langues autochtones sont de plus en plus menacées. C'est tout ce monde d'internautes, de Facebook et de tout ça. Tu sais, ils s'enferment là-dedans, puis Les jeunes vont vers le français plus que l'anglais. Peut-être chez les autochtones dont la langue seconde est anglais, probablement, ils s'enferment dans les internets en anglais, Facebook en anglais. Mais c'est quand même ça. Ça reste que c'est pas unique aux autochtones de. Oui, c'est carrément des gens. Non, C'est ça que je dis. Mais eux autres, en s'enfermant comme ça, fait qu'ils n'entendent plus leur propre langue. C'est ça. C'est aussi, oui, mais c'est aussi, je pense que les langues autochtones, c'est une
une langue qui se vit et puis qui se transmet, entre autres sur le territoire. Absolument, absolument. Donc, il faut sortir de la maison, puis il faut aller sur le territoire, puis c'est en allant sur le territoire qu'on parle la langue, mais puis justement qu'on absorbe toutes les milliers de petites particules de la culture dont elle fait référence. Mais puis aujourd'hui, on est sédentaire, on va quand il y a une semaine de culture. Oui, c'est ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, puis c'est pas tous les parents qui retournent sur le territoire. Non. Tu sais, puis c'est vrai ce que vous dites, que s'ils allaient beaucoup plus longtemps sur le territoire ou beaucoup plus souvent, et la transmission se ferait plus facilement. Oui, c'est ça. Puis ils seraient éloignés de tous ces jeux. Moi, je suis allé passer du temps dans le coin du Jutel avec des aînés de la communauté avec lesquels je travaillais beaucoup. J'avais toujours un interprète, évidemment. Et cette fois-là, il y avait un jeune de 15-16 ans qui était avec nous. Et je vous dirais que le désir de ce jeune-là, le temps qu'on était là-bas, c'était de se laver les cheveux, c'était de se faire sa toilette. Et il n'y avait pas ce désir-là, il n'y avait pas du tout le désir de se s'approprier la nature, de regarder les arrière-grand-mères qui grattaient les poissons. Ça fait que le goût de la nature et des détails qui nourrissent cette langue-là ne sont même pas présents chez les jeunes actuellement. Et moi, j'entendais parler des personnes les plus âgées qui trouvent ça très, très malheureux comme vous le faites, là, parce qu'ils ne peuvent pas communiquer avec leurs arrière-petits-enfants ou petits-enfants. Les petits-enfants, les arrières, ils ne mangent pas la même nourriture. Le castor, oubliez ça. Ils ne s'habillent pas pareil. Et les fêtes, comme la fête, je suis allé à cette fête-là aussi, mais qui est là? Il n'y a quasiment pas de monde. Ça fait que les fêtes qui ont une valeur culturelle ne sont même pas prisées par les jeunes. En tout cas, je n'ai pas vu ça. Mais je pense que les jeunes autochtones sont pris dans un peu finalement entre deux au niveau identitaire. Tu sais, donc on veut s'identifier au bois ou à la communauté, mais en même temps, on veut s'identifier à la modernité parce que comme les jeunes Québécois, ils veulent aller sur Internet, ils veulent aller voir des spectacles de l'époque. Donc, finalement, ils se retrouvent un peu au cœur de tout ça. Puis à l'intérieur, dans ce milieu-là, finalement, ils doivent, je pense, s'approprier leur culture. Ben, en fait, ça va être à eux de définir ce qu'ils veulent devenir. Dans tout ce mélange, dans tout, tu sais, quelque part, ce qu'ils veulent, c'est d'être indien. Ah oui. Tu comprends? Il y a comme c'est conflictuel, ils veulent, tu sais, ils sont très fiers de l'être, mais tu sais, t'as invité à monter un mois d'endroit normalisé. Ben non, ils iront pas, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de savon, tu vois? Ils sont comme, tu sais, tiraillés. C'est vraiment tiraillé entre deux mondes. Tu sais, comme leurs parents, tu sais, ça fait trop d'années qu'ils sont devenus sédentaires. Eux autres sont encore plus sédentaires que leurs parents, qui eux autres ont encore la nostalgie d'avoir été des nomades, des chasseurs, des cueilleurs. Tu sais, puis c'est vrai ce que je dis. Mais oui, c'est très vrai. ça s'améliore. Mais il faudrait qu'il se passerait quelque chose d'absolument épouvantable et tout ce qu'il en est, c'est ce qu'ils étaient. Hein? Il faudrait faire. Il y a quand même des beaux exemples de jeunes autochtones qui prennent leur place, qui s'approprient leur culture à la source de 2014, si on veut. Oui, puis souvent, c'est quand
quand ils se rendent compte, qu'ils prennent conscience, ceux-là qui veulent se réapproprier, souvent c'est parce qu'ils voient que tout leur échappe. Oui, c'est comme au dernier C'est moment. comme, Ils vont le perdre. oui, avec là, Ça fait qu'ils le rattrapent. oui, tu vas le rattraper. Mais donc, la langue, c'est ce qui représente le plus. Oui, parce que la langue, c'est un peu, ça parle de ton âme. Oui. Ta langue parle avec ton âme. Ma fille est toute petite, mais c'est sûr qu'on ne parle plus créole. J'ai jamais parlé créole, puis je ne vais pas lui transmettre une culture que j'ai pas. Puis quand on adopte, c'est effectivement une question qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'on fait avec sa culture. Ma fille est arrivée à 3 ans, donc c'est sûr qu'elle a la mémoire de ce qu'elle était comme haïtienne. Elle avait quel âge quand vous l'avez adoptée? 3 ans. 3 ans. Elle est arrivée à 3 ans. Mais quand on adopte les enfants, la première affaire qu'il faut faire, c'est les mettre en cocooning. Donc pendant 2 mois, 3 mois, on reste seul avec eux. On doit être les seuls à les nourrir, à les laver, à les baigner, à les soigner. Il n'y a pas d'autres adultes signifiants autour d'eux qui doivent faire ça. Fait que forcément, tu ne parles pas d'Haïti, tu l'amènes dans ton monde, un peu comme pour apprivoiser ton renard. Fait que forcément, là, tu ne parles pas de sa culture. Puis quand on est ressorti de ça, je me disais, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que j'entendais des parents qui avaient fait une chambre chinoise pour leur enfant chinois. Je me disais, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis on est allé dans un restaurant ici. Puis ma fille me dit, maman, pourquoi ils nous parlent tous? Puis là, j'ai fait, OK, elle n'est pas là. Elle est rendue dans mon monde. Puis c'est là qu'elle est. Puis elle écoute ma musique. Puis elle mange mon manger. Puis elle, Haïti, c'est rendu quelque chose derrière elle. Et en même temps, tout son corps est haïtien, sa physionomie, sa joie de vivre, son entrain, elle est haïtienne. C'est vraiment fou. Est-ce que vous parlez d'Haïti? Est-ce que tu Oui, parles de on parle souvent, on parle de sa mère, on parle de tout, oui. Elle pose des questions. Est-ce qu'elle se rappelle un peu le créole? Est-ce que Non. c'est quelque chose Après, qu'elle a entendu? Oui, elle a retenu 2 mots créoles. Le premier, c'est chouquer, c'est mélanger les choses. Puis des fois, elle dit j'ai chouqué quelque chose. Puis l'autre mot, je préfère qu'elle le garde en créole, c'est bobotte, qui est pour la bisoute de fille. Quand elle fait des jokes de bobotte, j'aime autant qu'on dise bobotte. Ils disent merci en pile aussi en Oui, créole. non, elle n'a rien de ça, elle n'a rien gardé de ça. Mais tu sais, elle a vraiment un love and hate relationship avec Haïti. Des fois, là-bas, il y avait 2 chars et une piscine creusée, puis des fois, sa mère la battait. Fait que, tu sais, je sais pas. Elle a des souvenirs comme ça qui lui reviennent? Oui. Elle va nous sortir ça tout à coup, comme ça. Oui. Mais des fois, qu'est-ce qui est fabuleux, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est la vérité, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'elle a des souvenirs. Tu sais, pour elle, c'est il y a 4 ans, là, Haïti. C'est la moitié de sa vie, donc c'est sûr qu'elle s'en rappelle. Oui. Est-ce qu'elle veut s'en rappeler? Puis de la façon qu'elle veut s'en rappeler, elle va construire ça avec le temps, mais c'est sûr qu'elle s'en rappelle. Donc, la culture haïtienne, c'est pas quelque chose qu'elle va conserver, qu'elle va... Moi, je pense que c'est elle qui va choisir exactement comme le lien avec sa mère. Moi, j'ai pas de lien avec sa mère à cause du séisme, puis aussi avec l'histoire avec l'agence, ça a été un peu compliqué. Fait que j'ai pas de lien, je me suis dit, un autre signe du ciel, peut-être, je vais laisser ça comme ça. J'ai parlé beaucoup, ça sont faciles à retrouver, les petites haïtiennes qui ont été adoptées, ils ont 0 accent. Alors, je leur parle tout le temps, je leur demande est-ce que vous avez été adoptées. Puis, il y en a qui me disent qu'ils ont conservé des liens avec les parents. Et la plupart de ces petites filles-là m'ont raconté que souvent les parents là-bas leur demandent de l'argent. Et ça, c'est extrêmement difficile pour l'enfant de savoir que ton parent biologique t'aime pour ton argent. Ils en ont tous parlé avec vraiment beaucoup de difficulté. Fait que je me dis, si jamais elle veut aller voir sa mère, ben on ira, puis elle sera prévenue de ce qui arrive. De ce qui arrive de rencontrer. Oui, c'est ça. Parce que vous n'êtes pas allé dans Haïti la chercher vous-même, hein? Non, c'est ça. Non, elle a été livrée. Elle a été livrée, vraiment. Tu parles. En fait, moi, oui, c'est vraiment comme ça. C'est vraiment spectaculaire parce que j'ai reçu la proposition la veille du séisme. Donc, j'ai eu le papier avec son visage, puis voulez-vous? Normalement, tu dis oui. Donc, j'ai pas eu le temps d'envoyer mon papier que le séisme est arrivé. Et là, ça a été silence radio pendant 3 semaines. Et après 3 semaines, moi, je ne savais pas parce que normalement, c'est des procédures extrêmement complexes. Et que je me dis, c'est
pas que je l'aille, mais en même temps, ça ne veut pas qu'il laisse là. Et puis 3 semaines après le séisme, j'ai été convoquée à une réunion, c'était le vendredi. Et la ministre apprenait à tous les parents qui étaient dans la salle que les enfants s'en venaient. Ils pouvaient arriver dès le dimanche. Moi, j'étais fessée. On était le vendredi, j'avais pas de chambre d'enfant, j'avais un travail, j'avais rien qui ressemblait à une mère. Elle est arrivée une semaine après. Alors, j'ai eu une semaine pour me préparer. Devenir une mère. Oh non, on ne dit même pas devenir une mère, on parle de... Puis j'étais niaiseuse, je le raconte dans le livre. J'habite une maison de 1885, la seule pièce qui n'était pas rénovée, c'était sa chambre. Puis là, moi, je me disais, elle ne peut pas arriver dans une pièce pas rénovée, elle va penser que c'est cassé comme Haïti. Il faut que tout soit propre. Alors, j'ai des talents de castor, j'ai travaillé jour et nuit pour refaire la chambre. Alors, quand elle est arrivée, je n'étais pas du tout une mère, j'étais un ouvrier épuisé. C'était pas une bonne idée, en plus, avec le caractère qu'elle avait, puisqu'elle était... Oui, mais ça, je ne le savais pas. Mais non, c'est pas... Non, on pense toujours qu'on va avoir un enfant et que ça va être beau. Moi, j'étais déçue parce que j'avais pas eu le temps de mettre des paillettes dans l'entrée et j'avais pas compris le concept. Non, c'est ça. Ouais, aussi. Tu voulais y offrir le meilleur de... Oui, je voulais qu'elle ait une chambre rose avec une garde-robe rose, puis je voulais avoir fait des gâteaux roses, puis je voulais avoir des paillettes dans l'entrée. C'était vraiment rêve. C'est mal connaître l'adoption. Ces enfants-là ils arrivent pas parce qu'ils sont top shape, ils arrivent parce qu'ils sont écorchés, parce que les parents les ont abandonnés. Alors, il est arrivé, j'ai su après son histoire, elle avait été abandonnée à la fin du mois d'octobre. Alors, entre la fin du mois d'octobre, où est-ce qu'elle vivait avec sa mère, et la fin du mois de janvier, elle avait à peine eu le temps de faire le deuil de sa mère. Alors, quand elle est arrivée chez moi, elle a fait non, là, ça va faire. Elle a fait vraiment un gros rejet. Et puis, c'était clair que c'était pas moi, là. C'était comme l'ensemble de la situation qui était trop pour elle, avec raison d'ailleurs. Puis, elle était hyper réactive. Pendant 2 mois, il y a eu ni jour ni nuit, mais à peu près que toujours des crises. Des fois, ça durait 3 heures, je devais faire de la contention. C'était vraiment difficile. Ah non, on lit, on vient mal partout. Ton livre, c'est ça que ça fait. Tu peux imaginer pas dormir, se faire réveiller. Ça prend tellement de... Oui. Dans la communauté de Picogan avec laquelle j'ai été pendant 5 ans, on m'a parlé de ces situations-là, mais dans l'ancien temps. Puis ce que je trouvais bon, puis ça vous aurait enlevé tout le problème d'être à point, là, c'est que ça arrivait très souvent à l'époque. Il y avait des parents qui mouraient, il y avait des parents qui étaient malades, il y en avait qui avaient la tuberculose, il y en a qui allaient au sanatorium, puis qui revenaient après un certain temps. C'était incroyable. Mais ils séparaient les enfants. Même qu'il pouvait avoir dans une famille 4 enfants, puis il y en a 2 qui s'en allaient chez un grand-père, l'autre chez l'autre grand-père, puis qui était élevé. Et puis on me disait, il n'y a pas de problème. Puis moi, ce que j'aimais le plus dans cette façon de voir la vie par rapport aux enfants, c'est que les enfants dans un clan pouvaient aller chez un, chez l'autre. Et c'était... Oui, sauf que là, il n'était pas chez un chez l'autre, il était à 6 heures d'avion. Il y avait... tout à coup, il n'y avait que des blancs. Tout à coup, on passait de l'été à l'hiver à moins 40, dans une maison, dans une immense maison avec plein de pièces, avec 2 chiens. C'est comme... Le manger était différent. Il y avait rien. c'est sûr. C'était le dépaysement total. Absolument. Comme un choc. Absolument. Mais d'ailleurs, tous les enfants adoptés, quand on les change de pays, comme ça, ils ont... Mais aujourd'hui, elle va bien? Oui, mais il y a encore des moments difficiles, puis je m'attends à la turbulence pas mal longtemps. Là, elle a eu 7 ans, puis elle a eu comme... La conscience arrive à cet âge-là, la conscience, le deuil. Et puis, dans le fond, c'est un peu logique. La seule personne qu'elle a aimée beaucoup, ça a été sa mère, et elle l'a abandonnée. Alors moi, j'ai des tests à passer. Un petit problème d'attachement. Oui, ben avec raison, tu sais, c'est normal qu'elle me teste, puis c'est normal que je dois lui prouver que, ben oui, je suis encore là, tu peux bûcher tous tes doudous dans rien de la tête, je suis encore là. Oui. C'est Mais des grosses preuves d'amour, en tout cas. c'est aussi dur pour vous et pour elle. Vous apprenez à vous adapter l'un à l'autre. Oui, c'est vraiment une apprivoisement. Hein? C'est vraiment une apprivoisement.
vision très éthérée, je trouve, de penser que l'enfant arrive et que tout est amour. Non, je pense vraiment pas. T'sais, pour moi, je suis passée de célibataire à 24 heures sur 24 avec un étranger qui avait 2 paires de yeux, qui m'épiait tout le temps, et qui ne m'aimait pas, clairement. C'est vraiment pas, je sais pas où les gens pensent que tout est amour dans le geste de l'adoption, mais c'est effectivement très difficile au début. Le début a duré longtemps en plus. Dans ce cas-ci, là. Oui. J'avais préparé une question pour revenir un peu dans ce qu'on disait, parce qu'on a quand même, c'est vrai que. Mais c'est super intéressant. Oui, c'est ça. De temps en temps, on va venir en Haïti, on va faire un tour des Autochtones. On peut se promener comme ça, on va voyager. Qu'est-ce que les autres cultures vous ont apporté comme vous? Vous êtes où? La culture, la culture. Je peux dire, de positif, qu'est-ce que vous apportez de positif, qu'est-ce que vous apportez de négatif, et vice-versa pour vous aussi. Pas trop, de faire un petit tour avec ça. j'ai jamais pensé. C'est une question que je me suis jamais posée, si ça m'avait apporté du négatif ou du positif. Je me suis laissé. C'est normal, on est 2 nations qui vivons côte à côte. Alors c'est pour ça sans doute que je me suis jamais posé de questions. Et puis en plus, j'ai pas vécu, étant donné que j'étais dans un pensionnat de 5 ans, 19 ans avec des Indiens. Après ça, quand je suis sortie du pensionnat, je me suis retrouvée dans une grande ville, après ça une plus grosse ville. Donc, j'ai pas vécu ce qu'on appelle le racisme. Et, tu sais, je me suis toujours bien adaptée à l'environnement où je vivais. Je pense qu'on vit beaucoup plus de préjugés et de racisme quand tu es dans une communauté puis la ville est à côté. Comme à Val-d'Or. Comme à Val-d'Or, par exemple. Peut-être au Ouattara, à Sétif, tu sais, on collait à la ville, que dans le temps avec Shefferville, tu sais, dans le temps de l'Allemagne, tu sais, c'est là où tu vas vivre. Tandis que moi, quand je suis sortie du pensionnat, je suis allée étudier à Québec, après ça, Ottawa, après ça, je suis revenue à Montréal. Donc, c'est peut-être pour ça que je ne me suis jamais posé la question qu'est-ce que je vis de négatif ou de positif. Je me suis laissé vivre. Je ne me suis pas posé la question. Peut-être que si une autre personne, une autre autochtone aurait une autre réponse que la mienne, mais la mienne, c'est celle-là. Et vous? Belle question. Ah, merci, avec plaisir. Des rencontres vraiment enrichissantes, donc qui m'ont permis à moi aussi finalement de connaître la culture, les cultures autochtones. C'est dur on ne sont pas tous dans un même bloc. Je pense beaucoup à l'humour. Les Autochtones, c'est des rieurs. Donc, on apprend à rire de soi. Puis on peut rire, effectivement, c'est ça. On apprend à rire de soi parce qu'il n'y a pas de gêne à avoir. Donc, ça, c'est une belle découverte. Puis là, je travaille à l'université, donc je travaille avec des Autochtones. Puis il y a la notion du temps qui est différente de la nôtre. Moi, ce que j'en retire de ça, c'est vraiment comme de ne pas stresser avec tout ce qui se passe. Puis là, j'ai un exemple, la semaine prochaine, on a l'Institut Tchakapèche qui s'en vient, qui vient avec le programme qui s'appelle Rencontre québécois autochtone. Ils viennent avec une grande tante Inou qui s'appelle Chapouin, oui. Ils l'installent au campus. Puis là, dans la préparation de la semaine, j'appelais la coordonnatrice qui est à Ouachat. Puis là, je lui demandais, tu sais, la cérémonie d'inauguration, c'est quoi le protocole, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, elle a fini par me dire,
Ben voyons, là, c'est la manière nous, comme on laisse ça aller. Puis là, je me suis dit, oh, ça c'est un apprentissage. Ça, c'est bon. Oui, c'est bon, C'est très bon de m'apprendre ça. Ouais. Juste comme relaxer, puis on va voir avec Qu'est-ce qui va se flow, passer? qu'est-ce qui va se passer. Oui, le moment. Le moment. Voilà. Ouais. Super. Ben, elle m'a tiré les mots. En tout cas, exactement ce que j'avais. Moi, ce que je retiens des gens de Picogan, c'est vraiment leur sens d'humour. Le deuxième degré, à part ça, très souvent avec lesquels ils nous abordent, et ils sont très taquins, et puis il n'y a jamais de problème. C'est pour ça qu'Indian Time, c'est à ça qu'on fait référence très souvent. Des fois, on prend rendez-vous, puis ils ne sont pas là. Et ça, on n'est pas habitué, nous, à ce genre de vie-là. Puis dans le fond, on se rassoit, puis on se dit, qu'est-ce qu'on avait à se casser la tête tant que ça? Ils ont réussi pareil, ça marche. Est-ce qu'il y avait un problème? Et moi, ce qui me plaisait aussi, c'est parce que dans ce livre-là, à la fin des 6 derniers chapitres sur chacune des saisons, je trouvais tellement important d'écrire quelque chose sur leur conte et leur légende, parce que ils m'ont fait découvrir leur spiritualité et leur grande imagination. Puis la façon d'éduquer leurs enfants, c'était souvent par des exemples, par des métaphores, mais c'était jamais par quelque chose de direct. Ça faisait donc appel à, comme je disais tantôt, à un deuxième degré de leur intelligence. Et moi, malheureusement, en tant que blanc, avant de rentrer dans Picogan, j'avais vraiment des préjugés et je les connaissais pas et je pensais pas qu'ils pensaient comme ça. Vraiment pas. Et je suis ébahi. Et puis, à toutes les fois que je vais les voir, je leur dis, qu'est-ce que vous attendez pour sortir, pour aller rencontrer? Mais là, il faut savoir aussi que ces gens-là, je les trouve timides. Ils sont timides. Vous devez être d'accord là-dessus. Puis, parce que là, je rentre dans l'école, puis je demande aux profs de collaborer au livre par les élèves. Et oui, ils font un concours, mais les élèves ne parlent pas. Non? Les élèves ne parlent pas. Comment voulez-vous communiquer avec des gens qui, en apparence, ne veulent pas communiquer? Tu te dis, est-ce que c'est parce que je suis blanc? Mais je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'avais une activité à l'école. Oui, à Picogan. Tu sais, je leur ai dit de fermer les yeux, puis de me dire un mot qui leur inspirait, une image. Puis il y a 3-4 qui ont écrit, ils ont choisi 4-5 mots de tout le monde, de tous les mots, chacun que les élèves avaient pris. Puis ils ont écrit des trucs, mais vraiment. Vous pouvez faire peut-être les Oui, des choses là, des fois très émouvantes. Ah oui. Fois, il nous reste presque il nous reste 2 minutes. Est-ce que. non, je viens Non, de faire rien de spécial. Le coup. je pense à des anecdotes, mais ça. Oui, peut-être une en finissant. Juste pour Je pense entre autres à un moment donné où j'étais à Djouarabic, l'avion ne décollait pas, puis je m'énervais. Il y avait. Ça ressemble un peu Puis j'ai parlé à écrit justement à Hélène, je dis, ça te dérange pas toi? Michel, je vais en avoir un autre demain. C'est comme ça qu'elle a dit, est-ce qu'on peut faire une leçon? C'était clair qu'elle était sur ça. Je sais pas aujourd'hui, c'est ça demain. On n'en voit pas personne. C'est vrai, pareil. Je trouvais ça cool. Moi, je dois avoir un petit peu de sang de dire que je n'ai plus de mal dans le mais en même temps, toi, là. Puis, moi, je suis pour dire qu'avec rentré justement le dossier de je garde-tu la culture, je garde pas la culture, j'ai essayé de régler en étant très, très inclusive. Fait qu'autour de moi, il y a des lesbiennes, des ronds, des blancs, des chinois, des italiens, puis toutes sortes de monde. Puis à chaque fois, j'essaie de dire à ma fille d'abuser des autres, de leurs différences. Si, à chaque fois qu'elle a une amie, je dis, ah ouais,
demande-y des recettes de chinois ou demande-y d'apprendre des mots. Tu sais, j'essaie toujours que, à mon avis, elle court très très vite. Ah ouais, bon, mais j'aime pas ça parce qu'elle court vite. Non, 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 t'es chanceuse, tu connais quelqu'un qui court très vite, demande-lui comment on fait pour courir très vite. J'essaie d'être très très inclusive pour lui dire qu'on peut se servir justement des cultures de tout le monde et des différences de tout le monde aussi. Puis effectivement, on est rendu, tu sais, en parlant d'Internet, je trouve qu'on est rendu un peu comme quand on mange la fondue, tu sais. Toutes nos sauces commencent à se mélanger, ça va finir de la même couleur. Fait on est aussi bien de suite de profiter de toutes ces différences-là pour les avoir dans notre jus final. Très bon! Ça, c'est un bon point d'affaire. Hein? Mélangeons nos sauces. Comment tu l'as dit? Hey, le jus final. Pour le jus final. On vous laisse là-dessus. C'est pas pour ça. Est-ce qu'il y en a qui veulent entrer dans notre chance? De toute façon, ce que j'observe, c'est que chacun a le temps de dire où vous allez être, puis qui va pouvoir, vous allez pouvoir les rencontrer, vous allez être au salon ici tout à l'heure. Oui, on est là. OK. À vos kiosques respectifs. Oui. Pour signer des livres. Oui, mais Parler aux gens. Oui. Parfait. Vous allez être de bonne humeur, vous n'allez pas vous en faire, vous n'allez pas nécessairement beaucoup de monde. Peut-être qu'ils ne seront pas là de 9h à 9h le soir. Si vous êtes en retard, tu ne vas pas faire. Mais si tu veux pas être en retard dans un salon du livre. D'accord. Bon, ben merci beaucoup à tous. Merci. Peut-être que je pourrais leur lire. Oui! Je ne sais pas s'il faut absolument partir. Laisser la. Un mot. Est-ce que vous voulez avoir un petit bout de. Un petit cours, OK. Un petit mot. En Excuse-moi. Animaux en français, bien sûr. Ok, c'est les cours, celui-là. Dei fogate, haputwe na kumuta, apuchkaptaya, nchkapta, luas, nasiwena, museskat chaminchi up, nagohapte, katak no apte, jambes fatiguées. J'avance, pas accéléré, j'ai vieilli depuis. Nu, tu m'offres l'horizon, ébahi, je vois loin.